Trouvé ici à cette librairie que je ne connaissais pas, magnifique, et j'espère que ce soit la première d'une longue série. Cette fois-ci, on reçoit Renata Salek, qui est ici présente, qui nous fait le plaisir de venir de la Slovénie, Ljubljana, pour présenter son livre qui est La passion de l'ignorance. Un livre qu'elle publie juste après un autre qu'elle a publié aussi récemment, qui s'appelle Courir sur place, le sujet otage du néolibéralisme. Voilà, le sujet du néolibéralisme. Et pourquoi la passion de l'ignorance? Elle m'a proposé ce livre, je l'ai trouvé déjà passionnant. Aussi intéressant que l'autre d'ailleurs, on n'a pas eu le temps de le présenter. Peut-être on le fera après. Oui. La passion de l'ignorance touche un point particulier de ce que nous, dans la psychanalyse, nous intéressons concernant le thème des passions, que Lacan a décrit comme les 3 passions de l'être. Une des passions, c'est l'ignorance. Et Renata aborde la question de la passion de l'ignorance à partir des questions actuelles, pas seulement dans notre contexte lié il y a des choses liées au Covid, pas uniquement le contexte social dans le monde, en Europe, aux États-Unis, lié à la médecine, Ronan Wellbrook, qui va présenter le livre, il va faire des questions bien plus détaillées que les miennes. Simplement, je trouve que c'est un livre qui est de grand intérêt. C'est pas un livre de psychanalyse, mais c'est un livre qui intéresse les psychanalystes et qui intéresse aussi tous ceux qui s'intéressent à notre contexte social. Bon, elle se sert des concepts analytiques avec pertinence et je trouve que c'est un livre qui vaut la peine d'être lu. Donc merci d'être venu. Elle est venue spécialement de la Slovénie et donc je laisse la parole à Ronan, qui est psychanalyste et qui a fait une lecture très attentive du livre, vous verrez. Bon. Alors moi je n'improvise pas, je vais lire. Donc je vais vous présenter déjà Renata Salek. Donc vous me corrigez si je dis des bêtises. Hein. Ok, merci. Vous êtes philosophe, vous êtes sociologue. Alors vous êtes professeur à l'Institut de criminologie à la faculté de droit de Ljubljana, en Slovénie, oui. Et professeur de philosophie, de psychanalyse et de droit au Birkbeck College à Londres. Oui. Vous faites beaucoup de choses. Vous avez publié une dizaine d'ouvrages, en anglais et en slovène, dont les titres évoquent des problématiques en relation avec celles de la psychanalyse lacanienne. Donc, ce soir, on parle de la passion de l'ignorance. Donc, je suis d'accord avec vous, Louis, c'est un livre qui s'adresse aux psychanalystes, mais aussi à tous ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur la situation de l'être humain dans l'époque qui est la nôtre. C'est un livre qui est clair, accessible aux spécialistes et aux profanes, érudit, et moi j'ai trouvé très drôle par moments. Alors, avec ce livre, vous vous proposez, je vous cite, d'expliquer comment, dans l'ère post-industrielle basée sur la connaissance, le pouvoir de l'ignorance a acquis une force nouvelle et surprenante, alors que, comme jamais auparavant, les hommes peuvent apprendre eux-mêmes et par eux-mêmes grâce à la science et aux nouvelles technologies. Donc il y a beaucoup d'exemples dans votre livre, il y a beaucoup d'anecdotes pour appuyer vos propos. Et moi j'ai trouvé que dans votre livre, il y a une proposition forte, c'est que dans le monde contemporain, l'ignorance, elle aurait changé de visage. Hein, les conditions d'accès à la connaissance ou les conditions de mise en place de la vérité auraient bougé. Alors, le livre s'ouvre par une évocation de la pandémie de coronavirus et se termine sur des considérations concernant les politiques qui ont été menées durant cette pandémie. Hein, et entre ces 2 points, chacun de vos chapitres se centre sur une des situations cruciales de la vie humaine. Un chapitre est dédié à l'amour, un autre à la génétique et donc à la procréation, un autre
à l'appréhension subjective de la mort à travers la guerre. Hein. Et puis les 2 derniers chapitres sont consacrés au mouvement Incel et au Big Data, et ils s'interrogent sur les manières d'inscrire des questions cruciales dans le lien social. Alors, moi, ce qui m'a fait cogiter en lisant le livre, c'est que l'amour, la procréation, la mort, le lien social, ce sont les grands sujets de toujours. Ce sont les mystères qui agissent au cœur du drame humain et qui organisent nos sociétés humaines. L'être humain a toujours eu à faire avec ça, et puis il a toujours eu du mal à faire avec ça. Hein? Et depuis toujours, l'amour, la reproduction, la mort, ça s'est allié avec l'ignorance. Ça, c'est... Vous le savez bien, et puis j'imagine que la plupart des gens dans l'auditoire, vous le savez aussi, puisque si on est là, c'est qu'on s'intéresse à la psychanalyse, et que c'est bien le génie de Freud d'avoir su montrer dans la pièce d'Oedipe Roi, écrite il y a 2500 ans, que les questions cruciales de l'être humain allaient de pair avec l'ignorance. Donc d'ailleurs, vous l'avez souligné, le titre est un emprunt à Jacques Lacan, Passion de l'ignorance. Donc l'ignorance ne serait pas seulement un défaut ou un vice, mais c'est une passion, c'est quelque chose d'agissant. Donc face aux questions cruciales avec lesquelles chacun a à faire pour mener sa vie, il n'y a pas de savoir total, il n'y a que des stratégies de savoir partiel et donc d'ignorance partielle. Hein? Chacun, pour répondre à ces questions, construit ce qu'en psychanalyse on appelle un fantasme ou un délire, et ce fantasme, ce délire, eh ben, on l'aime passionnément. Alors, la pièce d'Oedipe Roi, ça remonte à loin, ça fait 2500 ans. C'est comme si c'était depuis toujours. Mais vous, ben vous nous dites que depuis 2500 ans, quelque chose a bougé, surtout dernièrement. Et ça, j'ai l'impression que vous le dites pas tant avec Freud et Lacan, mais plutôt avec Foucault. C'est plutôt avec Michel Foucault que vous abordez ce changement. Lui, Foucault, c'est autre chose que le fantasme et l'ignorance qu'il a suivi comme mariage. C'est plutôt celle des stratégies de gouvernance des hommes et ce mariage avec les Lumières qui voulait libérer la raison des préjugés en l'appuyant sur la science et le courage de savoir. Hein? Donc, en un sens, Foucault, 2 siècles après Kant, faisait le bilan de ce projet émancipateur, et puis vous le continuez avec ce livre. Vous êtes un peu d'accord avec ce que je dis? Un peu. Un peu? Alors, vous me direz encore que vous n'êtes pas d'accord, surtout. Hein. Et ce que je trouve intéressant dans le livre, et qui devrait vous intéresser, c'est que, comme toujours, on se fait des fantasmes, on se fait des délires pour répondre à nos questions concernant l'amour, la procréation, la mort. Mais aujourd'hui, moi c'est ce que j'ai vu dans le livre, on a affaire avec les données de la science. Et alors ça fait de nous, peut-être pas des petits Oedipe, mais au moins des petits Sophocles. On invente des histoires, on fait de la science-fiction toute la journée. Je trouve que le livre montre bien ça, c'est qu'on est poussé à ça. Et que la science, enfin les données qui émanent de la science, les technologies, elles ne sont pas là depuis toujours, et que nos sociétés, plutôt que de s'organiser autour de la religion, ou de l'astrologie, ou de la divination pour répondre aux questions de comment on fait, on essaye d'y répondre avec la science, sauf que le livre montre tout le long que le savoir issu de la science, il ne répond pas bien, on ne sait pas quoi en faire. Il y a un décalage entre notre appréhension subjective des choses et l'exactitude scientifique. Hein. D'ailleurs, je vous cite, c'est au début du livre, ça c'est dans l'introduction, c'est un peu le propos, c'est « Eu égard au poids de la génétique, de l'analyse scientifique et du big data, il est important d'observer la façon dont les gens s'approprient ces nouvelles connaissances et comment ces sciences engendrent simultanément de nouvelles façons d'aborder la vérité, mais aussi de nouvelles formes d'ignorance. » Et alors moi, l'idée que j'ai en vous lisant, c'est que c'est dans ce décalage entre l'exactitude scientifique et la vérité propre à chacun
que se situent les diverses stratégies d'ignorance pour chacun. Alors, comme votre livre est riche de cas pratiques, d'exemples, si vous le lisez, vous verrez, il y en a beaucoup. J'en ai choisi quelques-uns. Je propose qu'on en parle et puis qu'on chacun puisse poser des questions à Renata Salek à partir de là. Ça vous va? Ça vous va? Alors, votre livre s'ouvre par le rappel d'une caricature parue en mars 2020 dans le Financial Times montrant Donald Trump avec un masque chirurgical sur les yeux. Une image illustrant pour le lecteur le mensonge ou enfin le déni de Donald Trump au commencement de la pandémie. Et c'est vrai, vous m'avez fait rire en me rappelant, c'était il n'y a pas si longtemps mais j'avais oublié, les énormités qui ont été dites par certains dirigeants à ce moment-là. Par exemple, Erdogan qui dit que la génétique turque immunise mieux le peuple turc, ou encore Trump, inénarrable, invoquant sa capacité naturelle à comprendre le virus. Donc cette caricature montre bien ça, la politique appuyée sur le mensonge ou sur le déni, parce qu'au fond, on ne sait pas trop. Peut-être Trump, lui, il croit à sa capacité naturelle. Peut-être qu'il ment pas. Mais enfin, on peut constater qu'une chose, c'est que malgré leurs invocations magiques, ils n'ont pas tardé à s'en remettre aux experts et à attendre qu'il y ait un vaccin. Mais ce dont je voudrais que vous nous parliez, c'est surtout du second plan de cette caricature, c'est qu'elle vise au moins à nous réveiller, nous. Elle vise à nous secouer, à nous dire attendez, vous suivez quand même des gens qui ignorent beaucoup de choses, qui mentent. Et il y a un point qui est très important, je trouve, dans votre livre, c'est qu'il y a un terme qui vient en filigrane tout le long, c'est qu'entre le savoir et l'ignorance, il y a la responsabilité. Hein? Et que ça, c'est pas une question de savoir, c'est une question d'éthique. Et alors, est-ce que vous pourriez, à partir de là, je sais pas, nous dire quelque chose sur l'ignorance et la responsabilité, ce que vous avez essayé de dire dans ce livre à ce propos? Oui, merci. Merci, je voudrais vous remercier pour cette remarque, aussi à Louise pour publier ce livre. Je m'excuse, je ne parle pas très bien français. Si quelques mots, je ne peux pas dire en français, je dis en anglais. J'ai commencé ce livre avec le problème de pandémie parce que j'ai vraiment fini le texte quand la pandémie a commencé. Et pour moi, la chose vraiment intéressante était aussi de regarder comment les jeunes sont réagi quand ils ont eu la pandémie, l'autre pandémie. J'ai regardé un peu qu'est-ce que s'est passé avec la grippe espagnole. Et j'ai fait un peu de petites recherches que j'ai publié dans un livre que j'ai juste publié en espagnol qui s'appelle Homovirus. La question était pour moi, à la fin de ce livre, comment la pandémie a changé la société et comment la pandémie a changé le sujet. Ok, ça c'est le sujet du prochain livre. Mais dans ce livre, mon question était, on a dans notre société un problème avec l'ignorance qui est la question, qu'est-ce que la vérité? Est-ce qu'on est aujourd'hui possible d'avoir une vérité commune? Si on a dans notre société d'individualisation radicale une possibilité d'avoir un accord autour de la question qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que le fact, oui. Qu'est-ce que le fait et non. Je pense que vraiment il est impossible parce que on vit dans une société où on était interpellé, si on utilise Louis Althusser, dans une façon que chacun doit pour soi-même trouver la vérité. C'est notre responsabilité. On est responsable pour trouver qu'est-ce que est vrai, qu'est-ce que non. Et aussi, on a vu pendant la pandémie
quand on a eu du vaccin, Oui. chacune était responsable pour soi-même de décider si lui, elle va se vacciner ou non. Oui. Cette responsabilité a une relation très importante avec l'angoisse, avec la culpabilité. On peut regarder ça aussi autour de la question est-ce qu'on doit vacciner notre enfant ou non. Beaucoup de parents, les parents éduqués décident aujourd'hui de ne pas vacciner. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'informations, non, ils ont beaucoup d'informations. Ils font toutes les recherches, mais la responsabilité est énorme. Ils pensent qu'ils doivent faire tout pour les enfants et peut-être on n'a pas vraiment croyance que le vaccin fonctionne bien pour eux. Pendant la pandémie, on a eu un grand problème de la question de l'égalité. Au début de la pandémie, on a dit partout que tout le monde est dans le même bateau. Dans quelques semaines, on a reconnu que ce n'est pas vrai. Quelqu'un est dans un très bon bateau, un yacht, et l'autre dans un petit ou sans bateau. En France, on a eu beaucoup de débats autour de ça, on a eu beaucoup de scandales. Je pense qu'on a eu 2 écrivains qui ont écrit un blog autour de son vie dans les campagnes pendant la pandémie. Ils ont fait la photo de bonne maison. L'autre, je pense qu'ils ont commencé à faire la photo de très mauvaises maisons avec aucun regard. Pendant la pandémie aussi, on a eu une violence très particulière. Je pense, pour moi, c'était intéressant les questions. Pourquoi pendant la pandémie, on n'était pas possible de créer vraiment une solidarité. Au début, on a eu la solidarité, mais quand la pandémie a progressé, on a vraiment perdu. Dans le plan politique, je pense qu'Europe et Amérique aussi, on a fait vraiment un grand scandale quand ils n'ont pas partagé le vaccin avec le monde du Sud. Oui. Je pense que politiquement, ça était vraiment une chose pas très intelligente. Ils n'ont aussi pas partagé le patent, je ne sais pas, on dit droit de brevet. Le droit de brevet. Oui, le droit de brevet. Oui, ils ont trouvé toutes les façons de prohiber l'autre de faire le vaccin. Et ça, c'est quelque chose que je parle aussi dans ce livre autour de la question qui peut partager aujourd'hui de savoir scientifique. On dit que nous avons une société qui est établie dans l'économie de savoir. Je ne sais pas si on dit en français ça, knowledge economy, en anglais on dit. Oui. Oui. Quoi, ok, mais comme je dis dans le livre, cette économie de savoir est vraiment une économie d'ignorance parce qu'on a beaucoup de règles qui vraiment prohibent l'accès au savoir. Oui. C'est aussi pour quand tu écris un texte dans un journal scientifique, tu dois payer pour que ça doit être open access. Tu dois payer plusieurs milliers d'euros. Tu as aussi difficulté de lire un journal scientifique si ta université n'a pas accès. Si l'université ne paye pas, on a beaucoup de droits de brevet, beaucoup de règles qui prohibent aux pauvres, aux pays pauvres, d'avoir accès aux connaissances, au savoir, aux sciences. On a aussi, je pense, aujourd'hui, beaucoup d'ignorance dans les sociétés quand on a autour du problème de big data. Je ne sais pas comment on dit en français big data. Ça a été traduit big data. Ok, big data. Parce que si tu n'as pas
grand computer, si tu n'as pas vraiment la capacité de travailler avec le big data, aujourd'hui, tu n'es pas capable de faire une grande invention technologique ou choses comme ça. Maintenant, on a 5 grandes compagnies américaines qui sont presque qui ont tous les data. Peut-être vous ne connaissez pas, mais en Europe, presque tous les data que nous mettons dans le cloud, nuage. Le cloud, ok. Le cloud, presque tous les data sont dans les computers qui ne sont pas en Europe. Ils sont aux États-Unis et peut-être dans quel autre pays. On peut avoir nouveaux règles autour de big data, mais vraiment, quand tu n'as pas accès à cette data, tu ne peux pas faire beaucoup. Oui, c'est inégal. Oui. Le savoir et l'accès possible au savoir. L'autre chose que je voudrais que j'ai réfléchi dans ce livre est une relation entre le sujet et le savoir. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, avec beaucoup de savoir, beaucoup de nouveaux savoirs génétiques, big data, neurosciences, qu'est-ce qui se passe avec ce nouveau savoir? Pourquoi ce savoir peut être traumatique? Et comment on pense ensemble le problème des sujets quand beaucoup de sujets pensent qu'ils n'ont pas reconnu, qu'ils ont ignoré. C'est pourquoi je regarde ignorance dans 2 façons dans ce livre, les relations autour du savoir et aussi les questions de reconnaissance des sujets. C'est pourquoi à la fin du livre, je parle de Incel, ça c'est le groupe qui vraiment pense qu'ils ont ignoré par les femmes. Je ne connaissais pas, j'ai appris ça avec votre livre. Oui. Et à la fin du livre, pour moi, c'était vraiment choquant quand j'ai trouvé une recherche faite par scientifiques politiques aux États-Unis danois. Ils ont fait une enquête avec 6000 jeunes qui sont très très actifs au Twitter, qui partagent au Twitter mensonges, fake news et aussi les théories de complot, conspiracy theory. Pour moi, la chose vraiment intéressante était que la majorité de ces jeunes ne croient pas que l'information qu'ils partagent est vraie. Pour moi, la question était pourquoi. Pourquoi tu partages quelque chose que tu ne penses pas que c'est vrai? Oui, mon explication était que tu obtiens 2 choses qui sont très importantes dans le plan émotionnel. Le premier est que tu obtiens reconnaissance de ton groupe. Si tu partages quelque chose de choquant, beaucoup de jeunes te donnent like, partagent ton message. Et l'autre est que quand l'autre groupe, le groupe qui a autre avis, réagissent avec choc quand ils se plantent, quand ils écrivent quelque chose, quand ils discutent, tu obtiens aussi une reconnaissance. Tu voudrais provoquer l'autre. Mais la troisième chose qui m'intéressait dans cette recherche était la question pourquoi beaucoup de monde qui partage ce message voudrait avoir une situation que le monde, que notre monde se termine, qu'on brouille tout. Il dit qu'il voudrait avoir une recette de société d'aujourd'hui. 25% de ce groupe qui était analysé, ils ont dit qu'ils voudraient que peut-être une maladie arrive ou un tremblement de terre ou quelque chose comme ça, et que la plupart du monde est terminé et
qu'un petit groupe humain recommençait les sociétés. Pour moi, cette pulsion de mort était quelque chose de vraiment choquant. Et on a vraiment, maintenant, on peut lire qu'on a une augmentation de groupes religieux aux États-Unis et dans d'autres pays aussi qui pensent qu'on est en train de end of the world, de finir, fin du monde, oui. Et ça, c'est une question que je travaille maintenant, qu'est-ce qui vraiment passe, mais je termine mon livre avec cette recherche. Vous en avez 2 en cours, là, si j'ai Oui. bien compris. Oui. Bon. Est-ce que quelqu'un a une question à poser sur tout ça, Renata? Personne? Bon, alors moi, j'en ai plein. Okay. Je vais essayer de me limiter aussi. Ça va bien avec le deuxième cas dont je voulais parler, c'est qu'il y a la responsabilité, il y a le savoir et l'ignorance, mais il y a les affects aussi, qui sont très présents dans le livre, et notamment l'angoisse, qui est là un peu tout au long. Et alors il y a une vignette, en fait il y en a 2 que j'aime bien, mais il y en a une que je trouve très parlante, c'est un généticien lors d'une conférence en l'honneur du 60e anniversaire de l'inventeur de l'ADN. Il y a un généticien qui est là et qui se moque des tests génétiques proposés par des entreprises privées. Vous savez, les tests génétiques, vous pouvez envoyer un échantillon de votre salive et puis on vous renvoie un truc en vous disant vous risquez de développer telle ou telle maladie. Le type, le généticien, il se moquait de ces tests en disant, au nom même de la rationalité scientifique, il disait mais je peux vous dire ça, mais ça ne vous dira pas si vous développez telle ou telle maladie, c'est purement du business. Donc il s'en moquait, il riait, et ça lui a donné envie de faire un défi. Il a lui-même envoyé un échantillon de salive à un laboratoire, en se disant on va bien rire. Et au moment où il reçoit ses résultats, il y a une offre qui lui est faite d'en savoir un peu plus sur ses gènes et de payer un peu plus. Et là, il se fait une crise d'angoisse. Donc, moi, je trouve ça génial parce que ça illustre bien qu'il y a une faille entre l'exactitude scientifique et puis l'appréhension subjective de l'exactitude scientifique, surtout quand ça nous concerne nous. Oui. Est-ce que vous auriez quelque chose à développer là-dessus, sur cet écart? Oui, merci. J'étais très angoissée quand j'étais invitée à cette conférence. C'était une conférence à Cambridge. C'était un anniversaire de DNA, de l'invention de ADN. Ils ont invité de donner un keynote. On a eu 500 personnes là. Ils voudraient avoir un avis de génétique d'ailleurs. Ils ont me demandé de réfléchir, pas comme, je ne suis pas généticienne, mais comme philosophe, sociologue, qu'est-ce qui se passe avec les sociétés d'aujourd'hui, quand on a beaucoup de connaissances autour de gènes. C'était là que j'ai rencontré cet homme. Et aussi, oui, il était très, très angoissé parce que dans le plan rationnel, il a connu que les tests ils ne sont pas exacts. Oui. Mais quand même, il a eu l'idée, peut-être là, on a un savoir qu'il ne voudrait pas connaître. Que peut-être on a un savoir que doit lui perturber. C'était pourquoi il a décidé de ne pas demander les derniers résultats. Un autre exemple de cette conférence était un généticien qui a expliqué la recherche qu'il fait. Il fait quelques recherches génétiques. Il demande le conseil de jeunes. Quand le jeune fait le conseil,
on a beaucoup de problèmes. Après, quand il fait la recherche, plusieurs fois, quand il fait recherche de la famille, il trouve que le père n'est pas vraiment le père de l'enfant. Qu'est-ce qu'on fait? On a dit, normalement, si on n'a pas une grande maladie dans les familles, on laisse les choses comme ça. Mais il a un cas qu'il a trouvé que le père n'est pas le père et la mère n'est pas la mère. Toute la famille, il a donné le conseil. C'était un travail scientifique. Et dans ce cas aussi, il a décidé de rien dire. Mais on a vraiment un problème, aussi problème légal. Qu'est-ce qu'on fait si tu peux faire quelque chose, si tu peux changer quelque chose, si tu trouves une maladie génétique, peut-être tu dois informer les gens, mais tu détruis la vie d'une famille, peut-être. Et l'autre cas était aussi intéressant. On a la recherche génétique. Quand il cherche peut-être une maladie ou quelque chose comme ça, mais il trouve quelque chose par accident. En anglais, on dit ça accidental finding dans la recherche. Dans beaucoup de cas, quand il trouve une maladie d'origine génétique, tu ne peux pas faire beaucoup. Tu ne peux pas vraiment changer ton vie, prévenir cette maladie de se réaliser dans quelques temps. Et ils ont dit, les chercheurs, quand il dit au sujet, on a trouvé par accident que vous avez cette maladie, mais vous ne pouvez pas prévenir, vous ne pouvez pas, si vous changez votre vie, rien ne se changer. Mais beaucoup de gens vraiment voudraient changer son vie. Ils changent sa diète, ils commencent à faire l'exercice. Pourquoi? Parce que nous voudrons être sujets. Nous ne voudrons pas être seulement notre gène. Pour moi, j'étais un peu choquée quand je cherchais la littérature psychanalytique, que je n'ai pas trouvé grand-chose dans le domaine de psychanalyse qui s'occupe des questions comment le sujet s'est apporté à relation de ce nouveau savoir de gène. Oui. Je cite un auteur, André Lehmann, qui a écrit un peu autour des femmes qui ont fait le test pour le cancer. Et quand ils n'ont pas trouvé le gène pour le cancer de poitrine ou gynécologique, les maladies gynécologiques, ils ont cherché l'autre gène, le gène pour l'autre cancer. Il explique très bien comment, si tu as angoisse, tu n'es pas contente que rien n'est. Quand tout est OK avec toi, tu cherches un autre objet. C'est pourquoi les généticiens, ils ont beaucoup de travail. Oui. D'ailleurs, ça me permet de vous dire qu'un des grands intérêts du livre, c'est que la bibliographie, les renvois de notes en bas de page, cette bibliographie, ici, on ne la connaît pas. En France, ce n'est pas des auteurs qui sont souvent cités, donc moi, vous m'avez ouvert toute une bibliographie. Je vais prendre le temps de lire après, mais il y a des livres, j'en ai jamais entendu parler ici, parce que ça n'a pas été traduit forcément. On ne traduit pas assez. C'est ça. C'est ça. Donc c'est vraiment un des intérêts du livre aussi, c'est que, bon, tout un champ de recherche dont vous vous occupez, que effectivement, la psychanalyse en France, peut-être on n'a pas accès, ou ça c'est intéressant. Michel, on a le temps de parler encore un peu? Mais oui, bien sûr. Peut-être je vais poser une petite question sur cette histoire du généticien là. Oui. Parce que je me disais, au fond, c'est raisonnable d'être angoissé là. Parce qu'en fait, dans le premier exemple que tu as donné, j'ai peut-être pas bien compris, mais il a accès à des connaissances génétiques sur lui-même, Oui. mais c'est pas qu'elles sont pas exactes, c'est simplement que c'est un savoir statistique. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, c'est pas que c'est faux, c'est simplement que
ça veut dire que tu as un certain nombre de chances peut-être d'attraper telle maladie. Et qu'au fond, quand il continue, mais peut-être je n'ai pas bien compris, mais quand il continue à faire une recherche plus fouillée, il resserre le savoir autour de lui. Et donc il est angoissé, non pas parce que c'est faux, mais parce que c'est beaucoup plus précis, au contraire. Non? Non, parce que c'était un test simple. Il a donné seulement son saliva, ce n'était pas le test de son sang. Et il était généticien. Et il se moque de le test commercial. Il a dit, oh, ça vous pensez que c'est parce que le test commercial n'était pas bon? Oui. Et parce qu'on peut faire un test avec la salive. Non, il a dit que ce n'est pas un test précis, qu'il pense que c'est un business, qu'on ne doit pas soutenir ça. Mais une fois, il a dit, OK, je fais quand même un test moi-même. Le premier message qu'il a reçu était la chose statistique, comme tu as dit. Et ils ont dit, oui, si tu payes un peu plus, on te donne notre information. Et il a dit, non, je ne voudrais pas ouvrir ça. Mais il a toutes les possibilités de faire le test. Oui, on est angoissé. Parce qu'en Slovénie, il y a 1 an, 2 ans, commencé à faire un test, une recherche de génétique de jeunes Slovènes. Un jour, un ami qui est généticien m'a téléphoné, elle m'a dit, Renata, est-ce que tu voudrais participer dans cette recherche? Parce que j'ai vu qu'ils ont invité presque seulement l'homme. On n'a pas le prof, le généticien, ils ont invité les amis, autres profs, autres médecins. Elle a dit, on a très peu de femmes. Est-ce que tu voudrais partager? Je dis oui. Mais quand même, j'étais un peu angoissée. OK, s'il me donne quelques informations, que peut-être je dois développer Alzheimer dans 10 ans, est-ce que ça change ma vie? Mon copain a dit non, je ne voudrais pas participer. Mais j'ai décidé non, j'ai juste écrit un livre autour ignorant, je dois voir. OK, ils ont fait le test. À la fin, j'ai dit, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui se passe avec moi? Je dis non, ça, tout est secret. C'est seulement si je développais une maladie particulière qu'on a besoin de cette information, il m'a peut-être dit. Mais non, beaucoup de fois, je demande à mes étudiants s'ils voudraient connaître qu'est-ce qui se passe, quelle est la projection. Et normalement, un demi de mes étudiants dit non. Un autre dit oui. Quand je lui demande de m'expliquer pourquoi, non, pourquoi oui, il me dit plusieurs fois, il me dit, le problème pour nous est la question d'amour. Si je connais que dans quelques décennies d'années, je dois développer une maladie, j'ai eu problème de trouver un amant, je dois être très angoissée autour de la question de ça. Et l'autre dit, oui, je voudrais avoir cette connaissance parce que je dois changer ma vie, je dois être beaucoup plus gaie, je dois m'occuper beaucoup plus d'amour maintenant, de relations. Et on a aussi des jeunes qui ont responsabilité pour l'autre. Et les étudiants qui s'occupent de vieilles parents, normalement, ils disent oui, je voudrais avoir connaissance parce que je dois me préparer pour que quelqu'un d'autre s'occupe de mes parents. Il est vraiment très individuel. C'est pourquoi, pour moi, il est très intéressant qu'est-ce que la psychanalyse fait de cette nouvelle connaissance. Oui. Oui, non. Ce que vous montrez, c'est que le vouloir être sujet, on ne peut pas l'éliminer. Oui. Hein, quoi qu'il arrive, ça continue. Bon, j'ai un troisième exemple. Il y en a plein dans le livre. Il y en a un, je n'ai pas eu le temps de le développer, vraiment, il faut que vous le lisiez dans le livre. C'est le cas de ce type qui a été en prison et qui a rencontré son père en prison. Ah oui.
c'est fou. Renata développe ça sur 10 pages. Oui. Et c'est un cas qui a été développé par justement quelqu'un qui s'occupe de génétique, Oui. et qui essaye de montrer qu'il y a un gène du crime. Et Renata reprend tout le dossier en disant qu'avec des concepts psychanalytiques, on peut très bien expliquer pourquoi ce bonhomme a tué 2 personnes à un moment donné, qu'il n'y a pas besoin de recourir à... Hein, c'est Lodrigan. Bon, alors c'est pas ça dont je voulais parler, mais ça je dis c'est pour que les gens aient envie de lire, parce que si je raconte tout... On ne reste rien. Ben oui, c'est ça. Non, il y a la troisième que je trouve vraiment poignant, c'est vous nous parlez d'un documentaire qui s'appelle Red Rubber Boots, qui montre une femme qui a perdu 2 enfants dans la guerre de Bosnie et qui suit un médecin légiste dans son exhumation des fosses communes. Elle dit dans le documentaire qu'elle parvient plus à rêver de ses enfants, que la perte est tellement immense que tout est annulé, et que son espoir c'est de retrouver dans une des fosses une paire de bottes en caoutchouc que portait un de ses enfants, et à partir des bottes en caoutchouc retrouver un reste de ses enfants qu'elle pourrait faire identifier via l'ADN, et c'est ça qu'elle espère pour faire son deuil. C'est une preuve physique et scientifiquement vérifiable. Et alors, vous dites, c'est super juste, depuis toujours, une tombe vide remplit la fonction symbolique de la perte et de l'absence. Et que, au fond, c'est assez nouveau, cette idée de faire parler des bouts d'os comme ça, qu'avant, on s'accommodait du vide. Mais seulement, c'est pas aussi simple, parce que ces trucs scientifiquement vérifiables qu'on peut retrouver, ça peut faire office de preuve et de vérité face au déni des autorités à leur recommande. Dire, ben, il y a bien eu ça, puisqu'on a retrouvé, ça. Là, je trouve que vous développez quelque chose de très important, qui est, moi je le situe comme ça, mais c'est qu'il y a une différence entre ce qui se dit, ce qu'on peut écrire, une tombe vide, et ce qu'on doit montrer, ce qui se voit, ce qu'on peut objecter à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. 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 Vous pouvez m'en parler un peu, parce que ça m'a vraiment beaucoup intéressé, ce cas-là. Oui, j'ai fait beaucoup de recherches en Bosnie. J'ai aussi visité Saint-Louis, où on a 70 000 Bosniaques qui sont installés là pendant la guerre. J'ai fait l'interview là, et aussi rencontré psychanalystes qui travaillent avec cette population, parce que la question pour moi était si quelque chose change avec le traumatisme, si dans un 25 ou plus ans, le trauma, la perte changé dans une façon particulière. Et là, j'ai rencontré plusieurs hommes et femmes qui chaque été cherchaient le reste, le cadavre de gens qui ont été tués pendant la guerre. Et beaucoup de gens, ils ont dit quand ils trouvent quelque chose dans le plan génétique, quand ils trouvent un morceau, un reste, le trauma n'est pas fini. Le trauma a recommencé parce qu'avant, ils ont eu un task, ils ont eu un but. Ils ont cette but de trouver, ça lui a donné une raison d'être. Quand ils ont trouvé, c'est un grand vide, un plus grand vide que d'ailleurs. Autour de la question des images et mots, oui, on connaît qu'une image, il est très très importante dans le journalisme. Il dit que l'image correspond à 1000 mots. Oui, si tu as une image, tu n'as pas besoin de beaucoup de mots.
Et aujourd'hui, je pense que l'image vraiment est très très forte. Si on regarde les petits films au TikTok, au YouTube, on peut regarder que beaucoup de jeunes, ils ont convaincre quand ils ont une image de violence ou choses comme ça. Pendant la pandémie, pour moi, c'était vraiment intéressant que l'image de violence était très très présente. Quand la pandémie a commencé, beaucoup de nous, on était frustrés, on se fâchait dans les familles, mais aussi on était très angoissés. Et quelquefois, trouver une image qui correspond à notre angoisse était quelque chose assez important. Au début de la pandémie, en Chine, un petit film a été circulé très très fort dans les réseaux sociaux. C'était un film de deux hommes, de businessmen, qui ont un argument très violent dans la rue. Et dans un moment, il arrêtait le discours, il commençait à se crasser, splitter. Il commençait un duel de crasser l'une à l'autre. Ah, il se crachait dessus. Oui, il se crachait dessus. C'était vraiment deux hommes très bien habillés qui fait ça. Et ce film, c'était comme un exemplaire de nouvelle violence pendant la pandémie. Pendant la pandémie, crasser à quelqu'un, c'était un acte d'agressivité. Mais dans quelques semaines, les journalistes chinois ils ont découvert que ce film était très vieux. Il était déjà 5 ans que quelqu'un a enregistré ce film. Pour moi, la question était quelle était la valeur de partager ce vieux film pendant la pandémie. C'était une jouissance très particulière, un fantasme. Je pense que c'était une jouissance de regarder quelqu'un faire des choses assez agressives, assez drôles. J'ai un peu faire la recherche autour d'autres types d'agressions comme ça. Aux États-Unis, en Angleterre, on a eu le monde qu'ils ont contaminé le produit dans les magasins par tousser là, oui, par crasser aussi. Oui, on a eu aussi le film de ça et malheureusement on a eu aussi violence grave. Je ne sais pas si on a eu le même problème ici, mais à Londres, on a eu 2 cas de violence pandémique, on peut dire, quand quelqu'un a, dans une façon délibérée, infecté l'autre. On a eu un cas d'un chauffeur de taxi qui a demandé à une personne de payer pour le voyage. Cette personne ne voudrait pas. Il se dispute. Cet homme a commencé à tousser dans le taxi. Le résultat était que malheureusement le chauffeur de taxi est mort parce qu'il a eu une maladie immunique. Et les mêmes choses passaient dans la gare Victoria, où aussi un homme a attaqué de la même façon une vendeuse de billets. Quelque chose à demander à Rémi? Vous avez la même chose avec le sida? Oui. Oui. Mais ça était aussi une jouissance de jouer la roulette russe pour quelqu'un. On a eu aux États-Unis l'homme qui
qui fréquentent le club où on a eu beaucoup d'hommes infectés. Et ils ont fait un peu, oui, un jeu. Peut-être ils m'infectent ou non. Mais on a une théorie intéressante autour de ça. On a eu une identification quand même dans le cercle homosexuel. Beaucoup d'hommes ont été malades, morts. Et